de 5000 malades de Covid-19 dans l'espace CEDEAO, 134 décès liés à la maladie. Les chefs d'État de l'espace se concertent en sommet extraordinaire ce jeudi. Ils ont pris une série de résolutions. Ils appellent à l'annulation de la dette. Les chefs d'État de la CEDEAO qui s'inquiètent pour l'avenir de l'éducation, le Burkina Faso a choisi l'enseignement à la télé, à la radio et sur le net pour assurer la continuité éducative en ces temps de crise sanitaire. Dans ce 19h30, gros plan sur cet ambitieux projet, construire un barrage en comptant sur les bras valides, sans l'aide de l'État. Les populations de 16 villages de Saponé prennent l'engagement. Ils sont fatigués d'attendre l'État en vain. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Une session extraordinaire en vidéoconférence. C'est une première pour les chefs d'État de la CEDEAO. Pas de voyage, coronavirus les y oblige. La pandémie touche presque tous les pays de l'espace. Plus de 5200 malades de la Covid-19, 134 décès de la maladie dans la CEDEAO. Les chefs d'État ont fait le point aussi bien sanitaire qu'économique. Ils parlent de récession. La question de l'éducation n'a pas été ignorée. Synthèse des échanges avec le président du Faso. Saluer l'action de la CEDEAO à travers l'OAS qui a donné un certain nombre de médicaments, un certain nombre de tenues de protection pour les médecins, les infirmiers et tous ceux qui travaillent en contact, première ligne avec, je dirais, les malades, des tests. Et nous avons salué cette action de la Commission à travers l'OAS et salué également l'action de l'Union africaine parce que nous avons reçu également à travers l'Union africaine un certain nombre de dons d'appui pour les différents pays. Au plan économique, je dois dire que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que le taux de croissance régionale sera à 2% si la pandémie dure jusqu'au mois de juin. Au-delà, si elle se poursuit, elle sera à moins 2,1%, ce qui signifie que nous serons dans une récession au niveau de la CEDEAO. L'autre aspect également qui est à constater, c'est que le ralentissement de la production dans les pays développés va entraîner des difficultés d'approvisionnement dans les intrants qui rentrent dans les productions également dans nos différents pays. De même, l'ensemble de produits et, je dirais, des minéraux ou des productions que nous avons à l'exportation vont connaître également un ralentissement, donc forcément une chute des prix. C'est pour cela que pour des pays producteurs comme le Nigeria, de pétrole, ils vont subir une baisse dans les premiers temps de l'ordre de 50%. Pour le Burkina Faso, c'est le coton, la Côte d'Ivoire, c'est le cacao, le Ghana, c'est le cacao. On subira également un impact de l'ordre de 14% au départ, qui, en fonction de la durée de la crise, peuvent être amplifiés. Donc, c'est pour dire que nous vivons une situation, je dirais, nationale et sous-régionale et africaine assez difficile qui pose la problématique qu'une réflexion soit engagée non seulement pour lutter dans l'immédiat contre justement les conséquences sanitaires et économiques du Covid-19, mais également que la réflexion commence à être menée sur la situation post-Covid également, et pour en tenir compte, parce que nous pensons qu'il est important qu'il y ait des développements de l'industrialisation de l'Afrique, que nous travaillons à ce que nous-mêmes nous puissions produire un certain nombre de choses au niveau du continent, et que nous mettions nos chercheurs également dans les conditions qui leur permettent d'avoir une production africaine et au service de l'Afrique. Et tous les chefs d'État ont montré leur engagement et leur détermination à ce que nous partagions les meilleures pratiques et que nous fassions en sorte également qu'au niveau international, nous parlons d'une même voix sur les questions de l'annulation des dettes publiques vis-à-vis des pays africains. Et nous avons confié cette mission
à la task force qui se trouve au niveau de l'Union africaine, qui va mener ce plaidoyer que l'ensemble des pays africains vont soutenir. Évidemment, des questions de préoccupation générale ont été posées, notamment la question de l'éducation, pour voir comment nous n'allons pas perdre dans le capital humain. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour assurer la sécurité des enfants et éventuellement la reprise des écoles. Mais tout cela, c'est des questions qui sont soumises encore à discussion de manière à ce que nous ayons une vision harmonisée éventuellement sur ces problèmes-là qui sont des préoccupations d'ensemble. Parmi les dispositions pour le secteur de l'éducation, il y a l'école en direct. C'est la trouvaille du ministère en charge de l'éducation nationale pour assurer la continuité éducative, l'enseignement par les technologies de l'information et de la communication. Il a été lancé ce jeudi. Archimède Boy. Cette enseignante de la classe de CM2 dispense le cours de mathématiques. Aujourd'hui particulièrement, la salle de classe est vide. Elle fait plutôt face à des caméras. Bonjour les enfants. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'arithmétique. Face aux défis sécuritaires et sanitaires occasionnant la fermeture des établissements scolaires, le ministère en charge de l'Éducation nationale a adopté un plan de riposte pour la continuité de l'éducation. Et dans ce plan, il y a deux actions majeures. La première action, c'est le plan de continuité éducative en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Et puis donc un plan de réouverture des établissements scolaires. Parce que vous savez très bien que ce plan de continuité du système par la formation, en utilisant les TIC, que vous avez appelé formation à distance, n'est pas la panacée. Il contribue justement à l'amélioration des acquis, au maintien des élèves dans le système scolaire. Quand on va rouvrir les écoles, en lien avec donc, la pandémie du coronavirus, la question du défi sécurité reste. Et donc il y a des écoles qui resteront toujours fermées. Et il faut permettre à ces élèves-là d'être donc, en contact avec le système. Et c'est pour cela que cette initiative elle est importante. Je verse un peu de pétrole. Tous les supports de communication vont être utilisés dans cette vaste opération. Nous avons 7 chaînes de télévision donc, qui participent donc à la production des contenus. On a visité ensemble donc, des exemples de production. Nous avons l'ensemble, une cinquantaine de radios, donc la radio scolaire, la radio Burkina et un ensemble donc, de radios qui émettent au niveau national, mais au niveau communautaire aussi, qui participent à l'initiative. Selon le ministre Stanislas Waro, des versions en forme papier et sur clé USB seront disponibles pour tous ceux qui n'ont pas accès au support suscité. Il soutient également que cette démarche mise en place en attendant la réouverture des établissements scolaires ne remplace ni la classe ni l'enseignant. Aussi, le ministère de l'Éducation a obtenu du Conseil supérieur de la communication une fréquence sur la bande FM, la 107.4, pour la radio scolaire. Fréquence qui a fait l'objet de signature d'une convention. L'éducation impactée par la Covid-19, les pratiques religieuses aussi, églises et mosquées fermées à la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, des propositions pour une réouverture des mosquées sont sur la table du ministère en charge du culte. Le jeûne du mois de Ramadan s'annonce peut-être pour demain. Comment accomplir ce pilier dans ce contexte de coronavirus? Réponse avec Majid Bakou. Le mois sacré du Ramadan est marqué par des rassemblements sociaux et religieux au cours desquels les fidèles musulmans se réunissent pour rompre ensemble le jeûne après le coucher du soleil. Pendant ce mois, nombre de musulmans se réunissent également dans les mosquées pour des longues prières nocturnes. Pour le Ramadan 2020, comment cela devra-t-il se passer dans un contexte de coronavirus qui a occasionné la fermeture des mosquées? La FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, a dans une correspondance adressée au ministre en charge du culte, présenté ses propositions pour la réouverture des mosquées durant ce mois de Ramadan. Il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a rien de clair là-dessus. Nous sommes tous dans l'attente et pour voir ce qu'il en sera réellement au niveau des premières autorités administratives, mais aussi de la fédération pour voir ce qui sera arrêté. Sinon, pour ce qui est des mesures, c'est comme déjà ce qui avait été rappelé par les autorités sanitaires de l'État. C'est juste ce qui a été repris, à savoir le respect des mesures barrières
pour éviter la pandémie au niveau des mosquées, si toutefois elles devaient être ouvertes, notamment le fait de se laver les mains, le port des masques avant d'avoir accès à la mosquée, et le fait de faire les ablutions le plus possible à la maison avant de venir à la mosquée pour éviter la proximité trop étroite entre les gens. Et il y a aussi le fait de ne pas venir à la mosquée si toutefois on sent vivre les symptômes de la maladie. Voici en quelque sorte quelques éléments qui sont de la proposition au niveau de la fédération adressée au ministre. Au regard des implications de la mise en œuvre de ces mesures, la FAIB sollicite un accompagnement de l'État. Donc ce travail de sensibilisation, c'est de la responsabilité d'abord première de notre État, mais chacun de nous, on est interpellé en tant que Burkinabé à apporter nos pierres à cela. Donc si le gouvernement peut aider ailleurs pour ce qui est de ce travail, ce n'est pas à ce niveau qu'on ne doit pas pouvoir le faire. Donc même s'il faut de par-ci diminuer par-là, mais on peut également apporter une contribution. Et si protection il doit en avoir par rapport à cette sensibilisation, vous savez que ça mérite d'être soutenu, ça mérite d'avoir l'aide des premières autorités de ce pays. Pour la FAIB, cette crise sanitaire ne doit pas avoir un impact négatif sur les obligations rituelles pendant ce mois béni. Elle appelle donc l'ensemble des fidèles musulmans en cas de non-réouverture des mosquées à s'organiser en famille pour un bon accomplissement des pratiques religieuses. Si toutefois les mosquées ne devraient pas s'ouvrir, ça sera une occasion de renforcer la cohésion familiale, de revivre un programme intense de spiritualité au niveau de la famille, de faire des ruptures, de partager des ruptures ensemble et d'exécuter les prières communes ensemble. Et vous savez que ça ne peut pas être la même chose que si on devait le faire de manière disparse au niveau des membres de la famille. Le docteur Inoussa Compaoré rappelle que l'accomplissement de ce quatrième pilier de l'islam est une obligation pour tout fidèle musulman en possession de ses moyens physiques et spirituels. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui délaisse délibérément un seul jour de jeûne, même s'il venait à prendre tout le reste de sa vie pour jeûner en continuité, il ne pourra jamais compenser ce qu'il aura laissé, ce qu'il aura manqué en n'observant pas ce jour de jeûne. Donc à nous maintenant, en tant qu'humains, d'imaginer tout ce qu'on perd si on n'observe pas le jeûne. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait des recommandations aux fidèles musulmans pour concilier les pratiques du Ramadan et le contexte de la pandémie de la Covid-19. L'organisation onusienne rappelle les mesures de distanciation sociale et préconise que les malades du coronavirus s'abstiennent du jeûne. Autre secteur suffisamment impacté par la Covid-19, la culture. L'État a apporté son soutien aux acteurs avec un peu plus d'1 milliard de francs CFA, un appui qui sème la discorde entre les acteurs. Au BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, il y a une autre vision, un fonds de solidarité mis en place pour les créateurs dans le besoin, un fonds de 150 millions de francs CFA. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. Le bureau burkinabé du droit d'auteur débloque 150 millions de francs CFA pour venir à la rescousse de ses membres éprouvés par la crise sanitaire. Une décision qui a reçu le quitus de son conseil d'administration tenu le 8 avril dernier. La direction générale du BBDA a envisagé une mesure d'urgence en faveur de ses membres. Et cette mesure d'urgence-là est constituée du fonds de promotion culturelle qui devait être alloué à la création, à la mobilité des œuvres, qui connaît une forme de métamorphose en fonds de solidarité. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit de diviser le montant de 150 millions de francs CFA à près de 5 000 membres du BBDA. Et pour trouver quand même un montant consistant afin que chaque membre puisse faire face aux mesures d'urgence. Exactement 4 759 membres ont été retenus et chacun d'entre eux devra percevoir la modique somme de 30 000 francs CFA. Pour parvenir à cette répartition, le BBDA dit avoir instauré quelques critères d'éligibilité. Les critères que nous avons proposés, c'est qu'il fallait être détenteur d'une carte de membre du BBDA, être passé sur la liste de répartition les 4 dernières années, de 2016 à maintenant. Nous avons proposé d'exclure les fonctionnaires,
et les salariés. Nous avons décidé aussi d'exclure aussi également les personnes âgées bénéficiaires donc, du fonds d'aide aux personnes âgées, donc AMA, qui sont juste passés à la caisse il y a quelques jours de cela. Et je voudrais dire qu'en ces temps difficiles, pour nous, pour être solidaires avec les artistes les plus nécessiteux, certains artistes pourront donc s'abstenir de postuler à ce fonds de solidarité. Ce fonds, dit fonds exceptionnel de solidarité, n'est pas à assimiler à celui de 1,25 milliard de francs CFA annoncé par le gouvernement pour soutenir le secteur culturel, précise le BBDA. Certaines associations étaient déjà montées au créneau pour dire qu'elles souhaitaient qu'une partie de ce milliard 25 millions-là puisse accompagner le fonds de solidarité du BBDA. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je crois qu'ici, il faut comprendre que c'est une initiative du BBDA qui a eu la bénédiction de la tutelle donc, du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et qui souhaite donc mettre en lumière, comme je vous l'ai dit, la solidarité, qui est une valeur cardinale qui caractérise un bureau de droit d'auteur. Lorsque le ministre a annoncé le montant d'1,25 milliard pour le secteur culturel, il a mis en place un comité de réflexion qui est chargé donc de produire des pistes d'orientation sur ce 1,25 milliard. Le comité a travaillé, nous avons fait des propositions et donc ces propositions sont actuellement entre les mains donc, de l'autorité. Donc je ne peux pas vous donner d'autres informations complémentaires sur ce 1,25 milliard. Le paiement de ce fonds exceptionnel de solidarité se déroulera du 29 avril au 15 mai prochain et se fera uniquement par les moyens de transfert électronique. Quant au paiement des droits de représentation, il se tiendra en fin mai comme initialement prévu. CGE Immobilier apporte sa contribution dans la lutte contre le un don de matériel sanitaire au ministère de la Santé et aux forces de défense et de sécurité. Valeur du don, plus de 7 millions de francs CFA. Ibrahim Kompaoré, Mamounata Kabore. 45 dispositifs de lave-mains, 24 cartons de gel hydroalcoolique et 3 cartons de cache-nez. C'est le geste du groupe CGE Immobilier au ministère de la Santé et aux forces de défense et de sécurité FDS. Estimé à plus de 7 millions de francs CFA, ce don vise d'une part à aider les FDS à bien se protéger et d'autre part à lutter contre la Covid-19. Ce matin, nous sommes venus faire un don en nature au ministère de la Santé et à nos forces de défense et de sécurité. Alors, le don est estimé à 7 500 000, mais comme on a dit, ce n'est pas la valeur qui importe, c'est cet acte patriotique qu'on invite tous les Burkinabés, toutes les bonnes volontés à se manifester. Parce que je peux dire que c'est une guerre, sinon une lutte qui nous a été imposée en dehors et en plus de la lutte que nous menons déjà contre le terrorisme. Donc les bonnes volontés seront toujours les bienvenues. Le directeur de la logistique de la gendarmerie exprime sa reconnaissance au groupe CGE Immobilier. Ce matériel va nous permettre de protéger nos hommes qui vont au contact des populations pour effectuer leur mission. Ce matériel va également nous permettre d'observer certains gestes barrières tels que le lavage de mains. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous accueillons ce matériel ce matin. Et je profite de votre micro pour dire merci aux donateurs au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du personnel de la gendarmerie. Les ambassadeurs du groupe CGE Immobilier, Malika la Slameuse et Imilo le Chanceux, appellent la population au respect des mesures barrières pour bouter cette maladie hors de nos frontières. CGE Immobilier est là non seulement parce que c'est une entreprise citoyenne, mais aussi et surtout parce que ce sont des Burkinabés et ce sont des personnes humaines. Nous sommes dans une crise où, en tout cas, tout le monde est concerné. Et je pense que nous devons, toutes les entreprises qui nous regardent devraient suivre en tout cas ce pas-là. Toujours vous demander de respecter les consignes données par les hommes de santé. Voilà, donc laver les mains, respecter les distances. Et surtout, si vous n'avez rien à faire, restez à la maison.
Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le groupe CGE Immobilier, présent dans plus de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, invite d'autres bonnes volontés à lui emboîter le pas. À Bobo Dioulasso, la Sobelec, la société burkinabé de bâtiments et d'électricité, a mis la main à la pâte pour la lutte contre la pandémie. Elle a remis des lave-mains et du savon à la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. Soto Justin Dabire. Aider les populations à se protéger de la Covid-19, c'est le motif du geste de la Société burkinabé de bâtiments et d'électricité Sobelec à travers ce don. Un don composé de lave-mains et de savon, répondant ainsi à l'appel de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins pour soutenir le comité régional de gestion des épidémies engagé dans la bataille contre la pandémie. La Chambre de commerce a lancé un concept, je crois, de solidarité où il invite les fils et filles de Bobo Dioulasso à mettre dans la main, à associer ce qu'ils ont pour qu'eux aussi ils puissent lutter contre la maladie. Et je pense que c'est à ce sujet que nous avons apporté notre modeste contribution au comité de lutte contre le Covid, afin qu'eux aussi ils puissent s'en servir pour aider les populations. Un plus dans la bataille contre la Covid-19, selon le secrétaire général de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. Selon Juste Nakanabo, ce don vient à point nommé au moment où les activités commerciales ont partiellement repris à Bobo Dioulasso. Le marché de Bobo vient d'ouvrir ce matin. Et la règle primaire pour entrer dans le marché de Bobo, c'est déjà se laver les mains, c'est d'avoir un masque, etc. Alors disons que ce geste vient à point nommé parce qu'il va servir utilement à certaines structures des Hauts-Bassins. Nos félicitations vont donc à Sobelec pour ce geste constitué de lave-mains et de savon. Ces lave-mains et savons permettront aux populations de respecter les mesures barrières, notamment le lavage des mains, afin de stopper la chaîne de propagation de la pandémie de la Covid-19. Le coût global de ce don est estimé à 2 500 000 francs CFA. Construire un barrage sans machine, sans ingénieur, compter sur les bras valides pour le faire en 2020. Elles ont décidé de le faire. Las d'attendre le gouvernement, les populations de 16 villages de la commune de Saponé se sont lancées dans la reconstruction d'un barrage cédé il y a plus de 30 ans. Les travaux avancent difficilement, certes, mais vous allez le voir, ce sont des populations très déterminées à s'offrir une retenue d'eau afin de résister à la misère qui frappe à leur porte. Le reportage de Rémi Lambert-Nébier. Avec ses coups de pelle, ses habitants de Daouélégué et d'une quinzaine de villages environnants dans le département de Saponé à 35 km de Ouagadougou espèrent reconstruire le barrage qui étanchait leur soif il y a une quarantaine d'années. En ces lieux existait le barrage de Nabagogo, construit il y a plus de 80 ans par un de leurs illustres chefs. Pour construire ce barrage à l'époque de Nabagogo, les villages se relayaient sur le chantier et les femmes se chargeaient du damage de la digue. Ils l'ont construit avec des pioches et autres matériels de l'époque. Nous avons appris à nager dans ce barrage quand on avait 7 ans à peu près. Le barrage aurait cédé il y a plus de 3 décennies au grand désarroi de ses bénéficiaires. Dépourvus de retenue d'eau et las d'attendre que l'État vole à leur secours, ils se sont remis à la tâche pour reconstruire le barrage avec les moyens de bord tels que Nabagogo l'avait fait. Chaque année, on vient faire le bornage et on nous dit que si la profondeur du barrage atteignait 4 mètres, le barrage pourra s'étendre sur 8 km. Mais dites-moi, où est le barrage en question? Si on avait au moins le tiers de la superficie estimée pour abreuver nos animaux, ça allait être un grand soulagement. Au lieu de toujours attendre, j'ai initié cette œuvre avec les jeunes des villages concernés pour perpétuer l'œuvre de notre grand-père. Il nous a laissé un héritage et il sera précieux pour nous de nos jours. L'ouvrage est lancé depuis 3 mois et au moins 2 fois par semaine, des volontaires d'une quinzaine de villages se rendent sur le chantier du barrage de Nabagogo. Ils ont pu bénéficier de l'appui d'une bonne volonté résidant dans la capitale qui leur a permis de louer un caterpillar pendant 2 jours pour faire avancer les travaux. Aujourd'hui, la digue du barrage est en train de prendre forme.
Nous comptons renvoyer la terre de ce côté pour prolonger la digue. Ensuite, nous irons de ce côté pour dégager le déversoir qui permettra d'évacuer le trop-plein. Nous ne pouvons pas l'achever cette année, mais nous voulons que d'ici la saison pluvieuse, l'essentiel soit déjà fait pour retenir l'eau. Là, l'année prochaine, nous allons l'achever. Mais si entre-temps on a un appui, tout est possible cette année. Notre ingénieur reste notre grand-père Nabagogo. Nous n'avons personne pour nous guider et nous ne faisons que suivre le plan qu'il a utilisé pour la construction du premier barrage. La recherche d'eau requiert également de l'eau. Cette tâche est dévolue aux femmes qui épaulent les hommes dans cette œuvre titanesque. Nous partons chercher l'eau à 4 ou 5 km d'ici. Certaines femmes le font à environ 10 km d'ici. Et il est difficile d'avoir l'eau parce qu'il n'y a qu'une seule fontaine. Elle se charge également de la cuisine et espère voir dans quelques années cette retenue d'eau amoindrir leur pauvreté. Elles appellent à l'aide pour finaliser sa construction. Que toute personne qui peut s'impliquer pour que le barrage soit construit nous vienne en aide. Parce que franchement, la pauvreté nous frappe. Regardez nos maris, ils sont désœuvrés, de même que nos enfants. Il est difficile de payer la scolarité de nos enfants et en cas de maladie, c'est pareil. En saison sèche, nous sommes obligés de vendre nos récoltes et nos animaux, mais avec le barrage, on aura d'autres sources de revenus. Nous pensons que s'il y a des autorités et des bonnes volontés dans le pays, ils répondront à nos sollicitudes afin qu'on puisse terminer la construction du barrage. C'est notre seule préoccupation. L'élevage et la maraîchiculture sont entre autres les principales activités des populations de cette zone. 4 jours après l'inondation d'un des sites de déplacés internes de Kongossi, le ministre en charge de l'administration territoriale va au constat. Siméon Sawadogo est allé témoigner la solidarité du gouvernement avec des vivres et du matériel de protection contre le coronavirus. Relogés sur des sites provisoires, les sinistrés n'ont qu'un souhait, regagner leur village. Ils demandent au gouvernement le même effort, aussi bien pour la sécurité que pour la Covid-19. Le reportage de Roméo Kweta. Voici ce qu'il en reste d'une partie du site après l'inondation du 20 mars dernier. Les débris des tentes endommagées, entassés là où elles étaient implantées. Le drame a fait des centaines de sans-abri. Mais en réalité, l'inondation n'est pas une surprise. Le site est situé dans un bas-fond, à proximité de ce pont qui draine l'eau de pluie. Tout le camp n'a pas été affecté. Les sinistrés ont été relogés sur un site provisoire. Mais la saison pluvieuse approche à grands pas. Il faudra alors songer à un endroit plus sûr pour installer ces quelques 2000 déplacés internes. Un site serait déjà prévu, selon le ministre de l'administration territoriale, venu leur témoigner la solidarité du gouvernement. Ah oui, le maire et le changement ont assuré qu'il y a un site. Et c'est déjà tracé. Et les services de l'action sociale sont en train de travailler là-dessus pour les dossiers. Pourquoi je les ai interpellés d'ailleurs même tout de suite pour leur dire, bon, il faut que les gens puissent quitter ce site-là. Parce que si il y a encore une inondation ici, les gens peuvent nous pardonner pour la première fois, mais pour la deuxième fois, nous allons être tous accusés d'inaction. Siméon Sawadogo n'est pas venu les bras ballants. Il apporte des vivres, du matériel de protection et 1 million de francs CFA. Il est imité par la société minière Bissa Gold, qui offre un chèque de 7 millions de francs CFA pour aider à la sensibilisation et au renforcement de capacité du personnel soignant sur la pandémie du coronavirus. 1 million pour les déplacés et du matériel hygiénique d'une valeur de 2 millions de francs. Les bénéficiaires apprécient ces dons à leur juste valeur. Mais le plus important pour eux est de pouvoir retourner dans leur village. Et le président du FASO est directement interpellé. Il demande que lui et son gouvernement consentissent le même sacrifice que celui fait dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, en cédant également des mois de salaire pour lutter contre le terrorisme. Le ministre n'est pas de cet avis. Il pense que les déplacés font un amalgame. On ne peut pas traiter une urgence avec un problème qui a un impact beaucoup plus long que la situation du terrorisme. Nous pouvons comprendre la désolation et l'inquiétude donc des déplacés internes,
Mais nous leur avons dit que nous ne devons pas mettre un parallèle entre donc le combat contre le virus et le combat contre le terrorisme pour vouloir dire qu'il faut prendre l'argent comme sur le coronavirus, mettre dans le tourisme et qu'on aurait donc résolu ainsi la question. Je pense que ce n'est pas en écoutant simplement un certain nombre de presse ou en écoutant les réseaux sociaux qu'on peut résoudre la question. Mais ils ont très bien compris et ils ont dit donc dans ces conditions, ils comprennent donc la position du gouvernement et du président du FAD. Le ministre les rassure qu'ils ne sont pas seuls dans la situation difficile qu'ils traversent. En plus de l'exécutif, les députés de la région ont aussi apporté leur soutien financier. Siméon Sawadogo rassure que le gouvernement n'a pas délaissé la question sécuritaire et humanitaire. Il les invite à prendre leur mal en patience. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.